Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la Guinée équatoriale souhaite diversifier son économie. Le pays entend ne plus dépendre uniquement de l'exportation de ses hydrocarbures. C'est à travers un symposium que le gouvernement souhaite notamment présenter le potentiel du pays. Le Cameroun vient de célébrer le centenaire de la résistance du nationalisme face à l'oppression coloniale européenne. L'occasion pour les jeunes générations de découvrir certains héros de l'histoire camerounaise. Et enfin, la lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola frappant l'Afrique de l'Ouest est une urgence de santé publique de portée mondiale. L'Union africaine et l'OMS veulent faire réagir la communauté internationale et passer à la vitesse supérieure. La Guinée équatoriale se mobilise pour attirer de nouveaux investisseurs. Une mobilisation qui s'est articulée lors d'un symposium à Washington, aux États-Unis, ce vendredi. Il s'agit ici de nouer de nouvelles relations avec des investisseurs afin de diversifier les sources de revenus du pays. Reportage de notre envoyé spécial aux États-Unis, Serge Kofi. La Guinée équatoriale à la recherche d'investisseurs pour diversifier son économie. À travers l'Equatorial Guinea Economic Forum, le gouvernement équato-guinéen a présenté à Washington ce vendredi le potentiel du pays en vue d'amorcer la diversification de son économie, fortement tributaire de l'exportation des hydrocarbures. Des hommes d'affaires de divers secteurs ont pris place à ce forum afin de prendre connaissance des modalités et des opportunités de la Guinée équatoriale. Il s'agit de nouer de nouvelles relations avec des financiers afin de se départir de l'industrie du pétrole, seule pourvoyeuse de ressources financières du pays. Le pays détient beaucoup de ressources, mais il n'y a qu'un seul secteur. C'est celui qui a changé la physionomie de notre pays. Nous avons d'autres ressources et c'est pour cela que nous sommes ici pour demander aux entreprises américaines de regarder ces secteurs. Il nous faut diversifier nos investissements, il nous faut diversifier notre économie. C'est cela qui va compléter le développement qu'aujourd'hui connaît le pays. Des appels à investissement dans de nombreux projets ont été lancés par le président Biangema Bazogo. Des investissements qui concernent 5 secteurs stratégiques tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme et les services financiers. Nous avons mis en place une couverture minimum d'infrastructures économiques de base comme plateformes qui permettent la rentabilité de tous les investissements. Dans ce sens, le pays a garanti la mise en place de ports, d'aéroports, un réseau viable de routes dans tout le pays, l'électrification dans tout l'univers national, la santé, les télécommunications, le développement urbain et d'autres services pour que n'importe quel investissement se réalise dans le pays de façon fluide. L'industrie pétrolière participe à près de 80% du produit intérieur brut de l'économie de la Guinée équatoriale. Le secteur des services et de l'agriculture en sont jusqu'ici les parents pauvres avec une participation respectivement de 4 et 5%. La priorité du gouvernement est aujourd'hui d'inverser cette tendance en assurant la promotion du secteur privé comme moteur essentiel de la croissance. L'arrivée des investisseurs américains sera donc une aubaine pour le gouvernement de Malabo qui depuis ces dernières années a pris conscience que la manne pétrolière ne suffit pas à faire d'un espace territorial la locomotive de tout un continent. La crise sud-soudanaise toujours dans l'impasse. Le Conseil de sécurité de l'ONU a menacé de sanctions le président Salva Kiir, l'ancien vice-président Riek Machar et toutes les parties à mettre en œuvre de toute urgence l'accord de règlement du 9 mai dernier. À l'instar des États-Unis et de l'Union européenne, l'autorité intergouvernementale pour le développement a également menacé d'infliger des sanctions aux chefs militaires de chaque camp. Le Cameroun a célébré ces jeudi et vendredi le centenaire de la résistance du nationalisme face au colonialisme européen. Le pays fête notamment l'un de ses héros nationaux, Rudolf Douala Mangabel, exécuté par les Allemands en août 1914. Les précisions de Charles de Jouvenel. Le Cameroun a célébré ces jeudi et vendredi dernier le centenaire de la résistance du nationalisme face au colonialisme européen. Le pays fête notamment l'un de ses héros nationaux, Rudolf Douala Mangabel, roi de la lignée des Douala Bel, qui fut exécuté par les Allemands en août 1914 après leur avoir tenu tête pendant des années. Ces célébrations revêtent un caractère particulièrement important car elles permettent aux plus jeunes générations de connaître le passé et les grandes figures indissociables de l'histoire du Cameroun. Le centenaire a un caractère évocatif pour rappeler un peu aux jeunes générations ce qui s'est passé. C'est un caractère documentaire. Alors nous, à l'UPC, nous avons organisé une séance d'évocation avec des invités qui ont été dans la lutte, qui sont encore d'ailleurs dans la lutte. Car c'est l'un des autres aspects de ces commémorations.
Si un chemin immense a été parcouru en un siècle, l'erreur serait de se croire arrivée. De fait, aux yeux de la plupart des participants de ce centenaire, le combat libérateur national est encore justifié aujourd'hui, selon les mots du président du comité d'organisation des cérémonies, Camille Mboua Massok. C'est également un caractère militant, parce que quand on regarde la situation de nos pays aujourd'hui, au Cameroun et d'autres pays du continent, il est clair pour nous que le combat pour s'approprier son propre territoire et conduire le développement de son peuple est un combat qui a commencé depuis très longtemps et il n'est pas encore au bout. Donc, pour joindre ce qui s'est passé il y a 100 ans et ce qui se passe aujourd'hui, il y a un lien qui passe par l'information, qui passe par les commémorations, qui passe par la mobilisation. Les organisateurs de ces célébrations espéraient une mobilisation très importante afin de rendre un hommage appuyé à tous ceux qui ont participé à la lutte depuis 100 ans. Dans l'actualité également, la branche politique des Frères musulmans a été dissoute en Égypte ce samedi. D'après la justice égyptienne, le parti Liberté et Justice a violé la loi qui régit la vie des partis politiques. Le mouvement des Frères musulmans avait été déclaré organisation terroriste et en tant que tel interdit par la justice en septembre 2013. Avec cette décision, il ne peut plus officiellement participer aux consultations électorales. Le 17 août prochain, le Mali et les groupes armés vont entamer les pourparlers de paix à Alger. Les organisations de la société civile et la presse veulent eux aussi jouer un rôle déterminant dans le processus de paix. Mais quelles sont les perspectives et le rôle des médias dans un pays post-crise? Élément de réponse avec le reportage de notre correspondant au Mali, Idrissa Sangaré. Au Mali, la presse malienne veut jouer son rôle dans le processus de stabilisation du pays. Après les accords d'Alger en 2006, les organisations de la société civile et une partie de la classe politique ont désavoué le manque de visibilité autour des 10 accords. Pour le président de la Maison de la Presse, les futurs accords de paix ne doivent pas rester secrets. L'ardente envie des journalistes d'être à Algérie, d'être partout où on parle du Mali, pas qu'en Algérie simplement, et de jouer notre rôle, de travailler dans le cadre de l'apaisement, travailler dans le cadre de la résolution de la crise malienne. Si quelqu'un peut jouer ce rôle mieux que quiconque, je crois que c'est la presse qui peut calmer les ardeurs, calmer les esprits, informer, sensibiliser sur tout ça. Une position largement partagée par les populations et les autorités du pays. Cependant, l'utilisation du terme Nord-Mali peut desservir la position malienne. Effectivement, il y a beaucoup de points sur lesquels nous devons être prudents, notamment la terminologie que nous employons. Dire Nord-Mali et dire Nord du Mali, ça n'est pas la même chose. Je préfère l'option Nord du Mali parce que lorsqu'on dit Nord-Mali, il y a une scission déjà quelque part entre les deux parties du pays. On l'a vu dans d'autres contrées en Afrique. C'est un précédent, mais nous ne voulons certainement pas surtout le Mali. Pour tous les acteurs de la crise malienne, les négociations d'Alger, qui devraient être finalisées à Bamako avec la signature d'un accord de paix définitif, représentent une étape importante vers la relance de l'économie nationale et la stabilisation de la sous-région. Le virus Ebola continue de se propager en Afrique de l'Ouest. Face à cette épidémie déjà considérée comme la plus grave de l'histoire, les autorités sanitaires tentent de s'organiser. Les contrôles aux frontières sont renforcés, certaines villes ont été mises en quarantaine et un appel à la solidarité internationale a été lancé. Guillaume Durand. Les autorités sanitaires africaines et internationales continuent de travailler pour contrôler l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Près de 4 décennies après l'apparition du virus, cette épidémie est d'ores et déjà la plus grave de l'histoire, puisqu'un peu moins de 1000 personnes ont perdu la vie au Libéria, en Guinée, en Sierra Leone et au Nigeria. Pour tenter d'endiguer Ebola, les contrôles aux frontières ont été renforcés. Alors ça, ce sont des bacs de chlore qu'on met sur tous les points de passage frontaliers. C'est du désinfectant en fait. Tous les gens qui sortent du pays, tous ceux qui rentrent, on leur demande de se laver les mains pour se désinfecter et limiter au maximum le risque d'infection à travers la frontière. Bien que la maladie n'affecte pour le moment qu'une petite partie du continent, l'Union africaine a lancé un appel de solidarité aux nations africaines et à la communauté internationale. Les gens doivent être sur leur garde parce que personne ne veut que ce virus se propage à travers le monde. Mais plus important encore, les pays qui ne sont pas touchés devraient aider ceux qui font face à ce problème.
Nous avons pris une décision en tant qu'Africains. Nous voulons mettre en place un centre de contrôle des maladies et on travaillera ensuite avec des partenaires mondiaux. Les États-Unis se sont déjà dit prêts à travailler avec nous, mais pas exclusivement. Nous devons travailler en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé sur cette question et d'autres partenaires qui pourraient être disposés à le faire. Fournitures médicales et équipements de protection individuelle doivent ainsi être acheminés vers les régions touchées. Les villes de Kenema et Kailaoun en Sierra Leone ainsi qu'une localité du Libéria ont été mises en quarantaine pour tenter d'éviter toute transmission du virus vers des zones plus peuplées. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.